Il était une fois, au cœur de Paris, un palais. C'était la toute première demeure des rois de France. Avant Versailles, avant le Louvre, il se dressait là, sur l'île la plus prestigieuse de Paris, le berceau historique de la France, face à Notre-Dame. Le palais de la Cité, si majestueux au Moyen-Âge, est devenu un fantôme de l'histoire. Avec les siècles, ce chef-d'œuvre d'architecture a presque totalement disparu. Englouti dans Paris et effacé de nos mémoires. Comme si le palais de la Cité avait succombé à une malédiction. Pourquoi? Et à quoi ressemblait-il? Cette histoire, c'est celle du tout premier palais de nos rois. Il était bâti sur l'île de la Cité. Située au beau milieu de Paris, l'île est protégée par la Seine qui coupe la capitale en deux. Au nord, la rive droite. Au sud, la rive gauche. Aujourd'hui, l'île de la Cité comprend à l'est le pôle religieux avec la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l'ouest, le cœur du pouvoir policier et judiciaire avec la préfecture de Paris et le palais de justice. C'est ici que le palais de nos rois a été englouti. On l'appelle le palais de la Cité. Amphithéâtre, forum, thermes. À Lutèce, la puissance romaine se met en scène sur les hauteurs de sa rive gauche, car elle doit pouvoir se voir de loin. Insalubre et étroite, l'île de la Cité est alors peu investie. Mais alors, pourquoi un palatium est-il finalement construit sur cette île? À partir de quand s'opère la bascule? C'est la fin de la paix romaine, donc les invasions menacent, il y a beaucoup de troubles, donc on a besoin de défendre la Gaule, et pour ça, on a besoin de cités fortifiées. Et donc l'île de la Cité naît véritablement au IVe siècle, quand on va commencer à utiliser les arènes comme carrière de pierre pour construire l'enceinte qui est chargée de protéger l'île. D'accord. Les Romains démolissent les monuments de la vieille ville pour créer la nouvelle. Protégée par la Seine, cette fois-ci, l'île de la Cité s'impose pour défendre les Lutétiens contre les razzias des barbares. C'est sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans la crypte archéologique, que l'on peut trouver des preuves de ce basculement de la rive gauche vers l'île de la Cité. Ces pierres forment une des sections du rempart construit à la hâte au IVe siècle pour se protéger des envahisseurs. Yves Hubelmann dispose désormais d'assez d'indices pour représenter ce qu'il y avait avant le palais de la Cité. Oui, on voit déjà que l'île était beaucoup plus petite que maintenant, puisqu'elle faisait seulement 10 hectares, alors qu'actuellement, elle en fait 3 fois plus. Et l'île est ceinturée par cette fortification gallo-romaine qui fait bien 2 mètres d'épaisseur. Oui, les murs faisaient 2 mètres d'épaisseur. Alors, au IVe siècle, effectivement, on construit cette fortification. Notamment, je vois que vous avez représenté des blocs de remploi qui proviennent des monuments abandonnés de la rive gauche. Alors maintenant, on va pouvoir faire apparaître au cœur de ce rempart le bâtiment clé, donc ce palatium. Alors on avait 2 indices seulement pour reconstituer ce palatium. D'abord, un morceau de mur qui l'entourait, que j'ai pu voir en fait dans la station de métro désaffectée à l'intérieur du palais de justice. Et puis également une restitution faite par Théodore Vaquet de l'entrée de ce palatium. Oui, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette entrée correspond actuellement à l'entrée sur la grille du palais de justice actuel. Donc on peut très bien voir que le palais s'est toujours reconstruit sur lui-même à partir de l'époque romaine. Donc on a représenté ce palatium à partir des connaissances actuelles, donc en quadrilatère de 100 mètres de côté,
un enclos d'environ 1 hectare. C'était sans doute quelque chose d'assez rustique, puisqu'à l'origine c'est un édifice militaire qui ne devient palatium que lorsque l'empereur y séjourne avec sa cour, ses états-majors et ses bureaux. Mais c'est ce palatium qui deviendra plus tard, au Moyen-Âge, le palais le plus prestigieux d'Europe. En 476, l'Empire romain s'effondre. Mais pas le palatium de l'île de la Cité. Pendant près de 400 ans, il va demeurer un simple lieu de passage pour les rois mérovingiens puis carolingiens. Son visage d'alors reste un mystère. Mais un événement va à nouveau le mettre en lumière. Un coup de théâtre orchestré par les hommes du Nord, les Vikings. Dès le 8e siècle, ces navigateurs scandinaves embarquent pour piller les pays d'Europe de l'Ouest. Il faut imaginer une grande flotte de navires vikings, à peu près 700 navires, qui entrent ici dans l'estuaire de la Seine et qui vont remonter jusqu'à Paris. Leur but, c'est d'aller hiverner en Bourgogne. Et donc, ils vont remonter la Seine et s'arrêter sous les murs de Paris pour pouvoir avoir le libre passage des ponts de la ville. Mais rien ne se passe comme prévu. Les Parisiens s'opposent à leur passage. Les Vikings débutent alors le siège de Paris. Et c'est le palais de la Cité qui va se retrouver au cœur de la bataille. Les Vikings ont donc permis au palais de la Cité d'entrer dans l'histoire. Il va incarner le siège de la monarchie durant tout le Moyen-Âge. Nous sommes à l'aube de l'an 1000. 4 siècles d'or s'ouvrent. Hugues Capet, Louis VI le Gros, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Ces monarques emblématiques du Moyen-Âge vont se succéder au palais de la Cité, chacun ajoutant sa pierre à l'édifice pour aboutir à son apogée dans les années 1360. Le fantomatique palais de la Cité va enfin se dévoiler. Le palais n'a cessé d'être rehaussé tout au long de son histoire. Car celle qui le protège est aussi sa pire ennemie, la Seine. Des centaines de crues l'ont submergé depuis la toute première pierre du Palatium posée sous les Romains. D'autant qu'il y a 2000 ans, la Seine était beaucoup plus large, sauvage et puissante que son cours d'aujourd'hui. Le géologue Patrick de Wever a pu cartographier la Seine au niveau de Paris, depuis le moment où les hommes ont décidé de s'y implanter. Le cours initial de la Seine arrive ici, coule vers le nord, c'était le grand méandre, qui a été abandonné au profit de ce court-circuit, on peut dire. C'est devenu le cours habituel de la Seine, et tout doucement, ce méandre a complètement disparu. Je suis sûr que si on disait que les grands boulevards avant c'était le cours principal de la Seine, beaucoup de Parisiens seraient étonnés en disant mais aujourd'hui c'est les boulevards. Parmi un chapelet d'îlots aujourd'hui en grande partie disparus, l'île de la Cité est une des seules rescapées. L'action de l'homme y est pour beaucoup. Pour retracer ces différents rehaussements, Patrick de Wever s'est appuyé sur les relevés de forage. Réalisés depuis plus de 200 ans par les ingénieurs parisiens, ces relevés permettent de sonder l'état du sol sur lequel on va construire. Ici on voit un forage qui a eu lieu sur le quai de l'Horloge, mais des forages de ce type, il y en a eu des dizaines, des centaines pour toute la zone de Paris. Alors sur les relevés, on y voit que au début, il y a des sables de remblai, remblai sableux, limoneux, etc. Remblai, bref, il y a toute une partie de remblai jusqu'à 9 mètres. Puis, on a des sables et enfin le calcaire. Donc on s'est arrêté là parce qu'à partir de là, on peut construire quelque chose alors que là-dessus, il est hors de question d'essayer de s'implanter là-dessus. Le bâtiment va bouger. Et par exemple, ici, on voit aussi qu'il y a 10 mètres de remblai. Le Versailles du Moyen-Âge devait éblouir.
La couleur de sa pierre mise en évidence et les bâtiments exhumés par les fouilles archéologiques confirment bien l'apparence du palais de la Cité tel qu'il a été représenté pour la première fois dans l'enluminure des très riches heures du duc de Berry. Ce voyage au temps des Capétiens a été fructueux. Yves et Marjorie vont pouvoir sortir de l'ombre les premiers bâtiments identifiés du palais de la Cité. À mon côté, j'ai pu reconstituer le donjon qui faisait presque 30 mètres de haut. A priori, il conservait le trésor royal, mais il servait peut-être également de panic room, de chambre fortifiée pour le roi au cas où. Les fouilles archéologiques ont mis au jour un mur qui sépare deux espaces très importants du palais. Il y a d'abord le logis du roi, qu'on peut situer ici, au cœur de la structure. C'est là où le roi et sa famille vivaient, étaient dans l'intimité. Et on a une seconde pièce du puzzle qui est apportée par ce mur, ce jardin, qui était positionné ici, sur la pointe occidentale de l'île. Et les fouilles ont permis aussi de préciser la forme de la tour Bombec, qui faisait en fait un étage de moins que la tour aujourd'hui. D'ailleurs, on peut faire ce réajustement sur les autres tours, la tour César, la tour d'Argent, sauf la tour de l'horloge qui, elle, devait ressembler au beffroi d'aujourd'hui. Et dans le prolongement de ces tours, le long de la façade médiévale vers la pointe de l'île, se trouvait une salle qui s'appelle la salle d'eau, qui a les pieds dans la Seine et qui servait de vaste assemblée. Et si à ça on rajoute la Sainte-Chapelle qu'on a déjà modélisée, on commence à avoir un bon aperçu de ce palais monumental. Ces statues spectaculaires, Yves et son équipe ont pu enfin les ressusciter. Et avec elles, c'est tout le décorum de la pièce maîtresse du palais de la Cité qui se déploie, la grande salle. Vous avez réussi à restituer le gigantisme de cette salle extraordinaire et qui a totalement disparu. Et c'est ici que les rois recevaient et que l'histoire de France s'est déroulée pendant des siècles avec de grandes réceptions. Donc c'est une salle absolument fondamentale pour l'histoire de France. On mesure ici, dans cette salle ainsi restituée, combien on pouvait être dans l'équivalent de ce qui allait être plus tard Versailles, mais à l'époque du Moyen-Âge, dans un autre cadre. Donc on pourrait presque dire qu'on est ici dans le Versailles du Moyen-Âge. Effectivement, la Galerie des Glaces est l'héritière directe d'une disposition qui existait dans tous les grands palais médiévaux, c'est-à-dire la grande salle. Donc maintenant, Herveline, je vous propose d'aller dehors pour aller voir le palais tel qu'il était au moment de son apogée. Grâce à l'enquête de notre trio d'experts, voici le palais de la Cité au XIVe siècle enfin révélé. C'est par ces escaliers majestueux, les grands degrés, que l'on pénètre dans la première demeure de nos rois. Le palais a bénéficié des ajouts et des embellissements successifs des rois de France, comme le donjon de Philippe Auguste, le logis du roi, magnifié par Philippe le Bel, le jardin du palais, cultivé depuis Saint-Louis. Et voici la façade, vitrine du palais, avec la terrifiante tour Bombec, les tours jumelles, Argent et César, et le beffroi de l'horloge. Le palais de la Cité abrite alors nos souverains depuis plus de 350 ans. Cette longévité est exceptionnelle, comparée au château de Versailles, qui lui ne sera demeure royale que durant moins d'un siècle. C'est assez fantastique de voir se reconstruire ce pan de l'histoire de France et surtout de lui donner une image. Grâce à la 3D, on ressent enfin la grandeur et la majesté de ce palais et on voit à quel point il était monumental, à quel point c'était effectivement l'un des plus grands palais d'Europe. Et pourtant, ce palais va devenir brutalement maudit. Tout se joue le 22 février 1358, sous ses combles. Alors, Herveline, on se retrouve dans quelle salle du palais maintenant? Alors nous sommes dans la chambre du dauphin,
Et c'est là que va se passer un épisode dramatique. En 1358, le dauphin, futur Charles V, est sur le point de se faire enlever. Du sang va couler dans cette pièce. Cet événement va sceller le sort du palais pour les siècles à venir. En ces murs, Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, et 3000 hommes enlèvent le dauphin Charles V. Une fois libre, Charles V décrétera que plus aucun roi ne séjournera au palais de la Cité. Et c'est ainsi que le palais devint maudit. Au fil du temps, le château n'abrite plus les monarques, mais leur opposition incarnée par les parlements, jusqu'à devenir leur propre prison. Sous la Révolution, Marie-Antoinette y est incarcérée avant d'être guillotinée. La monarchie française s'achève là où elle a commencé. Le palais de la Cité devient le fantôme de notre histoire.